Depuis 12 ans, Emily Harris n'avait pas manqué un seul dîner du dimanche. Ni quand elle travaillait 70 heures par semaine pendant la saison des audits, ni pendant cet hiver brutal où la grippe l'avait clouée au lit pendant des jours, ni même quand elle avait été promue analyste financière senior et que les échéances lui pendaient au-dessus de la tête comme une guillotine. Sa mère, Janice, l'appelait toujours « celle sur qui on peut compter ». La fille qui se souvenait des anniversaires, qui apportait des plats faits maison, qui était toujours présente. Ce dimanche-là, Emily avait 10 minutes de retard. Elle avait passé la matinée à préparer les lasagnes préférées de son père, avec un supplément de fromage, sans ricotta, et avait soigneusement placé le plat encore chaud dans un sac isotherme sur son siège passager. L'odeur d'ail et de basilic l'enveloppait comme un doux souvenir. Ça sentait la famille, le foyer. 40 minutes plus tard, elle se gara devant la maison de banlieue de ses parents. Se garant juste avant l'allée pour que son frère aîné, Marc, puisse avoir sa place habituelle. C'était toujours comme ça. Marc, le plus proche de la maison, Emily, quelque part derrière. Ça ne la dérangeait pas. Ou du moins, elle s'en était convaincue. Elle attrapa le plat et monta les marches du perron. Pied gauche, pied droit, pose sur la 3e marche. Elle grinçait. Elle l'avait toujours fait. Mais juste au moment où ses doigts allaient atteindre la poignée de la moustiquaire, son nom flotta dans l'air. Emily ne posera pas de problème. Elle ne dit jamais non à la famille. C'était la voix de son père, Charles. Ferme, désinvolte, comme s'il énonçait un fait. Elle se figea. La moustiquaire, froide contre son avant-bras, ne bougea pas. Les lasagnes pesaient lourd dans ses mains. À l'intérieur, les voix continuaient, tranchantes contre le carrelage de la cuisine. 300 000 $? Es-tu devenu fou? C'était Janice, sa mère. Étrange, paniquée. Peu importe comment, lança Marc. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin que ce soit réglé avant que le contrôle fiscal ne s'approfondisse. Tu avais dit que tu aiderais. Et nous le ferons, dit à nouveau Charles. Emily a eu cette promotion, tu te souviens? Elle gagne probablement quoi? 150 000 $ par an maintenant. Le plat ne bougea pas. Mais quelque chose en Emily bougea. Ça se fissura juste sous ses côtes. Elle a aussi eu une prime cette année, ajouta Marc, son ton joyeux. Probablement plus que ça. Une autre pause. Ensuite, on dira que c'est pour le toit. La maison a encore des fuites. On commencera par là. Peut-être demander 30 000 $. Puis plus tard, des frais médicaux. Je dirais que j'ai besoin d'intervention. Marc ne la laissa même pas finir. Étale les demandes. Elle donnera. Elle donne toujours. Tu te souviens du prêt pour l'entreprise? 20 000 $. Sans poser de questions. Jamais demandé de remboursement. Et la prime à la signature, ajouta Charles, presque fier. 40 000 $, elle les a simplement donnés. Marc rit. Un rire plein et sans honte. Elle pense encore que nous sommes une vraie famille. C'est presque triste. Emily arrêta de respirer. Ne parle pas d'elle comme ça, dit Janice, d'une voix cassante. Elle est naïve, maman. Elle pense que se pointer avec de foutues lasagnes signifie quelque chose. Les doigts d'Emily se resserrèrent sur le plat. Ses bras lui faisaient mal. Son cœur hurlait. Puis Charles, calme à nouveau. On espacera les demandes. Emily ne peut pas dire non quand tu pleures. Ça marche toujours. Je n'aime pas lui mentir, murmura Janice. Ce n'est pas mentir, répondit Marc. C'est la famille. Son argent, c'est l'argent de la famille. Elle n'a pas d'enfant. Pas de mari. À quoi le dépense-t-elle de toute façon? Emily ne pouvait plus écouter. Pas les discussions sur son appartement. Celui pour lequel elle avait travaillé des années. Pas la supposition que sa vie, parce qu'elle était la sienne seule, valait moins. Silencieusement, elle se tourna. Ses pas en arrière étaient mesurés. Gauche, droite, sauter la 3e marche. Elle ne respira pas avant d'atteindre sa voiture. Elle posa doucement les lasagnes sur le siège, comme si elles étaient en verre. Elle ne démarra pas le moteur. Son téléphone vibra. Maman? Où es-tu, ma chérie? Le dîner est prêt. Emily fixa le message.
Son pouce tremblait. Puis elle tapa. Désolé. Rappelé au travail. Audit d'urgence. On remet ça. La réponse arriva rapidement. Maman, oh non. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Ça peut attendre? Elle pouvait déjà entendre les mots. Le toit. Exactement comme il l'avait prévu. Émilie répondit. Désolé, maman. Le patron dit que c'est urgent. Je t'aime. Elle ne rentra pas chez elle. Elle conduisit simplement. Passant devant des stations-service. Des banlieues calmes et des quartiers qui ne connaissaient pas son nom. Elle conduisit jusqu'à ce que les lasagnes soient froides. Et quand elle retourna enfin à son appartement, elle les laissa dans la voiture. À l'intérieur, dans le noir, elle se tint près de la fenêtre et laissa quelque chose se briser. Pas de larmes. Pas encore. Juste une clarté silencieuse. Et le début d'un plan. Le lendemain matin, le soleil se leva comme s'il ne savait pas que son monde s'était scindé en deux. Émilie ne fit pas de café. Elle passa à l'action. Son appartement était inhabituellement calme pour un lundi. Les nouvelles du matin jouaient doucement depuis la télévision du voisin à travers les murs. Un chien aboya de l'autre côté de la cour. Et la lumière filtrait à travers ses rideaux à demi tirés en traînées d'or pâle. Mais à l'intérieur d'elle, tout avait changé. Elle était assise à la table de la cuisine, toujours en pyjama, l'ordinateur portable ouvert, le téléphone à côté d'elle, un bloc-notes rempli d'une écriture tremblante de la nuit précédente. Elle avait à peine dormi. Trop de pensées arpentaient son crâne. Étape 1. Disparaître. Financièrement. Numériquement. Émotionnellement. Elle ouvrit ses comptes bancaires. Tous. Épargne. Courant. Portefeuille d'investissement. Même le vieux plan d'épargne retraite de son premier emploi en Ohio. Elle commença à transférer des fonds. Pas en masse. Elle ne voulait pas déclencher d'alerte à la fraude ou attirer l'attention sur elle. Quelques milliers ici. 5 chiffres là. Assez pour la rendre difficile à tracer. Elle ouvrit de nouveaux comptes dans des banques dont ses parents n'avaient jamais entendu parler. Celles sans succursale dans leur ville. Elle changea tous ses mots de passe en ligne. Plus longs, plus complexes, remplis de caractères absurdes. Sa connexion par empreinte digitale fut désactivée. Elle ajouta une authentification à 2 facteurs à chaque connexion. Puis elle désactiva la reconnaissance faciale. Elle changea même les réponses à ses questions de sécurité. Son premier animal de compagnie n'était plus Muffin. C'était maintenant, reprendre ma vie en main. Sa main tremblait alors qu'elle mettait à jour ses contacts d'urgence. Pendant des années, sa mère avait été inscrite comme contact de secours. Elle remplaça Janice par sa collègue Rachel Levin. Quelqu'un qui ne lui avait jamais demandé d'argent mais qui l'avait une fois conduite aux urgences quand elle s'était évanouie d'épuisement. Son téléphone sonna. Maman. Elle fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis de nouveau. Papa. Puis Marc. Elle ne répondit pas. Elle coupa la sonnerie, retourna le téléphone et continua. À midi, elle avait gelé toutes les cartes de crédit conjointes qu'elle avait partagées avec ses parents, juste au cas où. Il y en avait 6. Elle avait oublié l'existence de la moitié d'entre elles. Elle changea le bénéficiaire de son assurance vie. Retira ses parents de ses comptes de retraite. Elle appela même son propriétaire et demanda un changement de serrure. Puis elle envoya un email à sa patronne. Objet, personnel. Urgent. Bonjour Suzanne. J'espère que vous allez bien. Avez-vous quelques minutes pour une affaire personnelle? C'est urgent mais cela pourrait avoir un léger impact sur le travail. Je préférerais en parler en personne. Émilie. Suzanne Richard répondit en moins de 10 minutes. Passez à 3 heures. Fermez la porte en entrant. Suzanne était l'une de ces femmes qui ne souriait que si c'était mérité. Pas d'enfant. Pas de mari. Elle avait gravi les échelons à partir de rien. Tout le monde au bureau la respectait. Et quelques-uns la craignaient. Émilie l'avait toujours admirée comme une étoile lointaine. Quand elle entra dans le bureau cet après-midi-là, Suzanne ne perdit pas de temps. « Asseyez-vous, dit-elle. » Émilie s'assit. « J'ai besoin de conseils, dit-elle.
Pas encore juridique. Mais cela pourrait déborder sur le travail. Suzanne croisa les jambes, se pencha en arrière et dit « Parlez ». Émilie lui raconta tout. Les lasagnes. Les voix derrière la porte. Les années de dons. Le prêt pour l'entreprise. La prime à la signature. L'attente silencieuse que son succès était à eux pour le dépenser. Et maintenant, le plan pour la saigner à blanc pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Suzanne n'interrompit pas une seule fois. Mais son expression passa lentement de l'impassibilité à la gravité. Quand Émilie arriva à la partie où mais elle ne parla toujours pas, « J'ai gelé mes comptes », dit Émilie. J'ai tout déplacé. Je ne voulais pas réagir émotionnellement. Je voulais agir intelligemment. Mais je ne sais toujours pas ce qu'ils essaieront ensuite. Quand elle cessa de parler, sa gorge était sèche. Le silence était trop bruyant. Puis Suzanne se pencha en avant. Vous avez mieux géré ça que la plupart des gens. Maintenant, 3 choses. Émilie cligna des yeux. 1. Vous avez besoin d'un avocat. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pourrait essayer de déformer les choses. La famille a tendance à devenir créative quand l'argent est en jeu. Émilie hocha la tête. 2. Vous avez besoin de documentation. Chaque dollar que vous leur avez donné. Chaque fois qu'ils ont demandé. Mettez-le par écrit. Elle attrapa son sac d'ordinateur. Sortit une clé USB. J'ai déjà commencé. Suzanne la brancha. Ouvrit le tableur. Il était codé par couleur, daté et annoté. Chaque transaction. Chaque urgence. Chaque faveur. Suzanne siffla entre ses dents. C'est presque 200 000 $. L'estomac d'Émilie se serra. Elle avait déjà vu le chiffre, mais l'entendre à voix haute était autre chose. 3. Continua Suzanne. Nous avons un poste vacant dans notre bureau de Londres. Même poste. Meilleur salaire. Forfait de relocalisation complet. Là-bas, vous seriez apprécié à votre juste valeur. Pas exploité. Émilie cligna des yeux. Londres. Vous ne seriez pas seul, dit Suzanne. Nous vous aiderions à déménager. Gérer le visa. Mettre de la distance entre vous et ce gâchis. Émilie ne répondit pas. Pas encore. Mais quelque chose en elle bougea. La même chose qui avait bougé la nuit précédente. La version d'elle-même qui se tenait sur ce porche avec des lasagnes et un cœur plein de confiance. Cette version était morte. Maintenant, une nouvelle se formait. Silencieuse. Tranchante. Prête. Ce soir-là, Émilie ralluma son téléphone. Il vibra presque instantanément. SMS après SMS. Appel manqué. Messages vocaux. Elle n'en ouvrit aucun. Jusqu'à ce que Marc rappelle. Un nouveau numéro. Elle décrocha. Peut-être avait-elle besoin de l'entendre. Pour savoir jusqu'où il irait. Jésus, Émilie, dit-il. Où étais-tu passé? Elle ne prit pas la peine de faire semblant. Je travaillais, dit-elle platement. À ce travail que vous pensez tous être une mine d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux? On doit parler. En famille. Dîner demain. Je ne peux pas, dit-elle. J'ai des projets. Plus importants que la famille. Oui. Il y eut une pause. Tu n'es pas sérieuse. Je ne suis pas seulement sérieuse. J'en ai fini. Il rit. Fort. Forcé. Alors tu écoutais. J'apportais des lasagnes. Silence. Elle continua, la voix égale. Tu as dit à maman de pleurer si elle le devait. Tu as dit que j'étais naïve. Que je croyais en des choses qui n'ont plus d'importance. Émilie, écoute. Non. Toi, écoute. Tu as prévu de me voler. Tu en as ri. Tu leur as expliqué comment me mentir. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu n'as pas du tout pensé à moi. J'ai des ennuis. S'il te plaît. Alors supplie quelqu'un d'autre. Elle mit fin à l'appel et bloqua le numéro. Mercredi, Émilie avait appris quelque chose de surprenant sur le silence.
Il pouvait être à la fois un bouclier et une arme. Elle ne se cacha pas. Elle alla toujours au travail. Accueillit toujours son équipe avec sa chaleur habituelle et constante. Examina toujours les rapports trimestriels et soumit les révisions budgétaires finales. Mais quelque chose dans son comportement avait changé. Elle n'était plus disponible. Pas de la manière émotionnelle à laquelle sa famille s'était habituée. Son téléphone. Autrefois un lien vital entre elle et ses parents. Reposait dans son sac à main comme un coffre-fort scellé. Elle ne sursautait plus quand il vibrait. Elle ne ressentait pas de culpabilité quand elle voyait « maman »,« papa » ou « Marc » sur ses notifications. Elle avait déjà fait le deuil de cette relation sur ce Porsche, sur le chemin du retour, dans les heures entre le chagrin et la résolution. Maintenant, elle choisissait le détachement. Mais le deuil ne s'en va pas toujours tranquillement. Cet après-midi-là, alors qu'elle entrait dans le hall d'entrée en verre de son entreprise, elle sentit une ondulation dans l'air. Quelque chose de déplacé. La réceptionniste lui fit signe de s'approcher, se penchant vers le comptoir comme si elle gérait quelque chose de fragile. Il y a une femme en bas qui dit qu'elle est votre mère. La colonne vertébrale d'Émilie se raidit. La sécurité a dit qu'elle les a bousculés quand quelqu'un a ouvert la porte. Elle se dirige vers les ascenseurs maintenant. Émilie se tourna juste au moment où l'ascenseur sonna. Janice se tenait là. Les cheveux en désordre. Les yeux rouges. Les rides plus profondes qu'elle ne s'en souvenait. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. De ne pas avoir mangé. Comme si le regret la rongeait de l'intérieur. Émilie, dit-elle, à bout de souffle. S'il te plaît, parle-moi. Les gens regardaient. Des associés. Des stagiaires. La directrice des ressources humaines. Mais Émilie ne s'y a pas, on est en train de parler, dit-elle. Son ton était calme, neutre. Pas ici, dit Janice en regardant autour d'elle. On peut aller quelque part de privé. Non. Émilie, s'il te plaît. Marc a des ennuis. Je sais, l'interrompit-elle. Fraude. Évasion fiscale. Il me l'a dit. Il a fait des erreurs, dit rapidement Janice. Mais c'est ton frère. Non, répondit Émilie, la voix plate. C'est ton fils. C'est à toi de l'aider. On n'a pas l'argent. Tu le sais. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû commettre un crime. Les mots restèrent suspendus entre elles comme de la fumée. Le visage de Janice s'effondra. Comment peux-tu être si froide? Ce n'est pas toi. Émilie prit une lente inspiration. Tu as raison. L'ancienne moi aurait fait le chèque. L'ancienne moi pensait que l'amour signifiait le sacrifice. L'ancienne moi te croyait quand tu disais que la famille s'entraide. Janice ouvrit la bouche, puis la referma. Elle avait l'air perdue. Je dis, continua Émilie, que l'ancienne moi est morte sur votre Porsche. Un silence s'ensuivit. Lourd. Immobile. Tu ne le penses pas, chuchota Janice. Émilie s'approcha. Sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tu as dit que je ne dirais pas non. Que je ne comprenais pas comment le monde réel fonctionnait. Que je me transformerais en guimauve si tu pleurais. De vraies larmes maintenant. Pas celles manipulatrices pour lesquelles Émilie était autrefois tombée. Celle-ci était brute. Désordonnée. Humaine. On était désespéré, dit Janice. On ne savait pas quoi faire d'autre. Non. Dit doucement Émilie. Vous n'étiez pas désespéré. Vous étiez avide. Il y a une différence. Janice tendit la main instinctivement. Émilie recula. J'ai une réunion, dit-elle. Tu ne le penses pas, si. Janice resta là, au milieu du hall. Les larmes tachant ses joues alors qu'Émilie s'éloignait. Elle ne regarda pas en arrière. Ce vendredi-là, juste au moment où Émilie pensait que le pire était peut-être passé, la réceptionniste appela de nouveau. Il y a quelqu'un en bas du service juridique. Dit-elle. Un huissier de justice. Il dit qu'il a des documents pour vous. L'estomac d'Émilie se retourna. Faites-le monter. Il était efficace. D'âge moyen, dans une veste grise. Pas de contact visuel. Pas de bavardage. Il lui tendit une enveloppe et s'éloigna. À l'intérieur,
une plainte officielle. Ses parents la poursuivaient en justice. L'accusation était que l'argent qu'elle avait donné au fil des ans n'était pas un soutien, mais des prêts, et qu'en retirant le contact, elle leur avait causé une détresse émotionnelle et des difficultés financières. Ils demandaient le remboursement, la restitution, des dommages et intérêts. Émilie fixa les papiers. Puis, à sa grande surprise, elle rit. Ce n'était pas le rire de quelqu'un qui n'avait plus l'énergie d'être choqué. Elle prit l'enveloppe et entra directement dans une salle de conférence vide. Elle composa le numéro que Suzanne lui avait donné plus tôt cette semaine-là. La femme qui répondit se présenta comme Carole Kim. Directe, calme et très professionnelle. Émilie expliqua la situation. Puis scanna et envoya les documents par email. 10 minutes plus tard, Carole rappela. Ils n'ont aucune chance, dit-elle. Pas de contrat, pas de reçu, pas d'accords écrits. C'est du harcèlement, pur et simple. On peut contre-attaquer, demanda Émilie. On pourrait les poursuivre pour dommages et intérêts. Détresse émotionnelle. Diffamation. Émilie y réfléchit. Aux années qu'elle avait passées à financer le confort des autres au détriment du sien. Aux souvenirs d'enfance tordus en manipulation. Aux nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, non pas pour de l'argent, mais pour le vide laissé lorsque la confiance était brisée. Non, dit-elle. Je ne veux pas de leur argent. Que voulez-vous? Émilie fixa son reflet dans la vitre. Je veux qu'ils disparaissent. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Carole répondit, compris. Ce week-end-là, Émilie commença à faire ses cartons. Pas seulement des boîtes, mais des parties d'elle-même. Elle tria son appartement avec un soin délibéré. Dans un coin, elle mit de côté les choses qu'elle ne pouvait pas emporter. Des livres de cuisine avec l'écriture de sa mère, des photos encadrées des vacances, des souvenirs de voyage en famille. Elle les enveloppa dans du papier journal comme du verre fragile. Puis les laissa derrière elle. Les déménageurs étaient prévus pour mardi. Londres attendait. Le dimanche matin arriva avec le genre de quiétude qui donnait l'impression que le monde était en pause. Émilie se tenait au centre de son salon, entourée de boîtes. À moitié pleines, à moitié scotchées, toutes étiquetées d'une écriture soignée. Le soleil entrait par la fenêtre et projetait de longues ombres sur le parquet, comme si l'appartement lui-même commençait à lâcher prise. Son bail expirait dans 3 semaines, mais elle avait déjà décidé de ne pas aller jusqu'au bout. L'offre de Londres était réelle. Les papiers étaient signés. La demande de transfert traitée. 1-2. UX pièces meublées avec vue sur la Tamise l'attendait, payée et entièrement pris en charge par l'entreprise. Une ville où son nom n'était pas synonyme de culpabilité ou d'obligation. Elle se dirigea vers le comptoir et prit une tasse à café ébréché. Les mots « meilleure fille du monde » étaient effacés par des années de lavage. Un cadeau de Noël de sa mère, offert pendant une de ces années où Émilie avait tout payé et n'avait rien reçu en retour que des attentes. Elle la tint dans sa main un instant de plus, puis la plaça doucement dans la poubelle. Il était temps de laisser les choses s'en aller. On frappa à sa porte juste après midi. Fort, désespéré. Elle n'avait pas besoin d'un Judas pour savoir qui c'était. Elle l'ouvrit lentement. Marc, pas en costume, pas dans sa posture habituelle pleine d'assurance. Juste un jean, une veste froissée, et un visage qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il semblait plus âgé, plus fragile qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu vas vraiment me laisser aller en prison ?» demanda-t-il, sautant complètement le bonjour. Émilie ne sia pas. « Je ne te laisse rien faire. Tu vas en prison parce que tu as commis des crimes. Je pourrais tout perdre. » J'ai déjà tout perdu, dit-elle simplement. Ma famille, ma confiance, ma conviction que vous vous souciez tous de moi en tant que personne, et pas seulement comme un chèque. Il cligna des yeux. Fortement. Tu ne comprends pas, non. Je comprends. C'est ça qui a changé. Il passa une main dans ses cheveux. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai paniqué. Tu n'as pas paniqué. Tu as planifié. Tu leur as expliqué ce qu'il fallait dire. Tu leur as dit de pleurer s'il le fallait. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu n'as pas du tout pensé à moi. Les yeux de Marc commencèrent à se remplir de larmes. S'il te plaît, Émilie. Je t'en supplie. Elle croisa les bras.
Je te l'ai déjà dit. Supplie quelqu'un d'autre. Les mots ne semblaient pas cruels. Ils semblaient nécessaires. Il ouvrit à nouveau la bouche, mais elle avait déjà fermé la porte. Elle ne la verrouilla pas immédiatement. Elle resta là, derrière le bois, respirant régulièrement, écoutant le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Puis, finalement, elle tourna le verrou. Plus aucun appel ne vint après cela. Plus de visites surprises. Plus de SMS remplis de supplications teintées de culpabilité. Quelque chose dans sa famille avait dû finalement accepter ce qu'elle savait depuis des semaines maintenant. La porte était fermée. Lundi matin, elle se tenait dans son appartement pour la dernière fois. L'air était différent maintenant, plus vide, mais aussi plus léger. Chaque surface était nettoyée. Chaque étagère vidée. Seuls quelques essentiels restaient. Une seule valise, son ordinateur portable, un dossier de documents pour le déménagement, et une note pour les déménageurs scotchés à la porte d'entrée. Livrée à Londres, 2 pièces vues sur la rivière. Elle fit un dernier tour de l'espace. Elle s'arrêta au placard au-dessus du four. Celui où elle rangeait des moules à pâtisserie qu'elle n'utilisait plus que rarement. Niché au fond, à moitié oublié, se trouvait le plat à lasagne en verre. Toujours propre. Toujours lourd. Le même qu'elle avait porté ce dimanche soir où tout avait changé. Elle le prit, le tint dans ses mains, et traça le bord avec son pouce. Ce n'était pas juste un plat à gratin. C'était un symbole de chaque fois qu'elle s'était présentée, de chaque anniversaire dont elle s'était souvenue, de chaque fête qu'elle avait financée, de chaque blessure qu'elle avait ravalée, de chaque attente qu'elle avait satisfaite, de chaque fois qu'elle avait cru qu'elle comptait simplement parce qu'elle se souciait des autres, et ils avaient tout pris comme si c'était dû. Elle entra dans la cuisine, se tint au-dessus de la poubelle, et sans un mot, laissa tomber le plat à l'intérieur. Le fracas ne fut pas fort, mais il était final. À l'aéroport, carte d'embarquement en main, elle s'assit près de sa porte et ouvrit son téléphone une dernière fois. Un seul message clignotait sur l'écran. D'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle savait de qui il s'agissait. Émilie, je suis désolée. Non pas pour avoir eu besoin d'aide, mais pour la façon dont nous avons prévu de l'obtenir. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Émilie le fixa longuement. Puis tapa en retour, j'espère qu'un jour vous mériterez le pardon. Elle éteignit son téléphone, puis embarqua dans l'avion. 6 mois plus tard, le message arriva par l'intermédiaire de son avocate. Marc avait été condamné à 18 mois de prison fédérale. Chef d'accusation, évasion fiscale, fraude électronique, tentative de dissimulation d'actifs. Ses parents avaient vendu leur maison pour aider à couvrir ses frais de justice. La majeure partie était de toute façon partie. Il vivait maintenant avec une tante en Floride. Émilie ne ressentit pas de joie. Ni de culpabilité. Ni même de colère. Juste la paix. C'étaient des noms maintenant. Des gens qu'elle avait connus dans une vie qu'elle ne vivait plus. Londres était une ville en mouvement. Des bus vrombissaient dans des ruelles pavées. Des fleuves de gens remplissaient les trottoirs chaque matin. Et la ligne d'horizon oscillait entre le charme de l'ancien monde et l'ambition au mur de verre. Mais pour Émilie, c'est la quiétude qui en faisait un foyer. Son appartement donnait sur la Tamise. 2 chambres, briques apparentes, baies vitrées. Il était meublé, mais elle en fit le sien. Un plaid bleu marine sur le canapé. Une photo encadrée d'un lever de soleil qu'elle avait prise lors de son premier week-end en Écosse. Un porte-tasse près de l'évier, bien que seulement 2 tasses aient jamais été utilisées. Et le deuxième dimanche après son déménagement, elle fit des lasagnes. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour elle-même. Elle ouvrit une bouteille de vin rouge, mit la table pour une personne, et se blottit dans le silence sans aucun sentiment de manque. Elle n'était pas seule. Elle était comblée. L'entreprise la tenait occupée, mais pas surmenée. Son équipe londonienne la respectait. Ils appréciaient sa perspicacité, son leadership, sa capacité à fixer des limites. Personne ne supposait qu'elle prendrait le relais sans qu'on le lui demande. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se présente simplement parce qu'elle l'avait toujours fait. Elle n'était pas la fille fiable ici. Elle était juste Emily Harris, analyste senior, excellente dans son travail, toujours préparée, et plus la sortie de secours émotionnels de tout le monde. Elle se fit des amis. De vrai. Une femme nommée Julia des RH qui aimait les soirées slam.
Un informaticien discret nommé Liam qui lui proposa une fois de porter ses courses, et qui finit par devenir un partenaire de pub fiable. Il ne connaissait pas son passé. Pas encore. Mais un soir, Julia lui demanda pourquoi elle avait quitté les États-Unis si soudainement. Emily remua son thé et dit « Je voulais apprendre ce que ça faisait d'appartenir à un endroit sans rien devoir à personne. » Julia n'insista pas. Elle hocha simplement la tête. Tout le monde mérite ça. C'était étrange à quel point la douleur s'estompait rapidement une fois qu'on arrêtait de la répéter. Il y avait des jours où elle oubliait presque ce que ça faisait. Se tenir sur ce porche avec des lasagnes dans les mains, entendant son nom prononcé comme une transaction derrière la vitre. Des jours où elle ne pouvait pas se rappeler le montant exact qu'elle avait transféré à sa famille au fil des ans. Mais alors quelque chose de petit le lui rappelait. Une odeur de basilic. Un message vocal d'un numéro inconnu. Le grincement d'un vieil escalier en bois. Et la douleur revenait, sourde et lointaine. Comme toucher une cicatrice guérie depuis longtemps. Mais elle ne le revivait pas. Elle s'en souvenait. Et c'était différent. Un dimanche soir, 6 mois après le déménagement, elle se tenait à sa fenêtre et regardait l'eau scintiller sous les lumières de la ville. La pluie tapotait doucement contre la vitre. Une chanson jouait à bas volume sur son enceinte. Quelque chose d'instrumental et de triste. Mais pas lugubre. Sa boîte de réception sonna. C'était de Carole Kim, son avocate. Objet, mise à jour. Mark avait été condamné la veille. 18 mois. Pas le maximum. Mais plus qu'une simple tape sur les doigts. Ses parents avaient aidé à couvrir ses frais de justice. Vendant leur maison. Épuisant le peu d'économies qu'ils avaient. Il vivait maintenant avec la sœur de sa mère. Janice avait appelé le bureau de Carole la semaine précédente. Laissant un message demandant si Emily accepterait de leur parler à nouveau. Carole n'avait pas répondu. Emily non plus. Elle ferma doucement son ordinateur portable. Il n'y avait aucune satisfaction dans leur effondrement. Pas de sourire triomphant. Juste un rappel silencieux de la raison pour laquelle elle était partie. Il ne s'était jamais agi de punition. Il s'était agi de protection. Cette nuit-là, Emily fit de nouveau de la pâtisserie. Pas des lasagnes cette fois. Juste une petite tarte aux pommes faite maison. La recette de sa mère. Mais avec une touche de gingembre, elle avait toujours pensé qu'il en fallait. Pendant la cuisson, l'odeur emplit l'appartement. Elle se tenait pieds nus dans sa cuisine, sirotant du thé et ressentant une légèreté qu'elle n'avait jamais connue chez elle. Elle avait l'habitude de penser que se présenter était de l'amour. Que apporter de la nourriture signifiait apporter de l'amour. Qu'être celle qui disait toujours oui signifiait qu'elle comptait plus. Mais maintenant, elle comprenait quelque chose de plus profond. L'amour sans respect n'est qu'une dette déguisée. Et certaines personnes ne vous aiment que tant que vous êtes utile. Dès que vous cessez de donner, vous cessez d'exister. Elle n'est pas partie pour leur faire du mal. Elle est partie pour sauver ce qui restait d'elle-même. S'il ne pouvait pas reconnaître sa valeur sans un chèque attaché, il ne la voyait jamais vraiment du tout. Les mois passèrent, les saisons changèrent. Londres fleurit, grisa et refleurit. Emily construisit une vie brique par brique. De nouvelles traditions, des joies tranquilles, des amitiés qui ne demandaient rien et offraient tout. Parfois, les dimanches soirs frais, elle faisait des lasagnes. Elle ne pensait pas à sa famille quand elle le faisait. Elle pensait à la fille qu'elle était. Celle qui se présentait au dîner les bras pleins et le cœur ouvert, espérant que quelqu'un dirait « On te voit ». Pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es. Cette fille était partie maintenant. Et à sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus doux aux bons endroits, de plus tranchant là où il le fallait. Quelqu'un qui savait que parfois, la chose la plus radicale que l'on puisse faire est simplement de se choisir soi-même.